tous et bonjour à toutes. Merci de votre présence. Merci de vous être rendu disponible pour ce webinaire sur l'essor de la téléconsultation. Très investi dans le domaine de la télésanté, l'ANS et le ministère, la DGOS, ont lancé fin 2019 un baromètre télémédecine réalisé par ses partenaires Odoxa et Care Insight. Cette enquête se donnait pour objectif de mesurer l'adhésion, les motivations et les freins des professionnels de santé et des usagers vis-à-vis de cette nouvelle modalité de pratique de soins. Ce webinaire va vous présenter les 3 vagues de cette étude d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Je vais passer la parole à Gaël Sliman, président d'Odoxa, qui va vous faire une première présentation de la partie quantitative, et puis ensuite à Sandrine de Gauss, présidente de Care Insight, qui enchaînera sur la partie qualitative. Je vous propose de noter vos questions et de les poser au fur et à mesure dans le chat et nous prendrons un peu de temps pour répondre à ces questions à la fin de chaque présentation. Merci et je passe tout de suite la parole à Gaël. Merci Thierry, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter, on a beaucoup de données à vous présenter, Sandrine de Gauss et moi, donc on va essayer d'être le plus synthétique possible. Je vais vous présenter de manière la plus synthétique possible les enseignements des 3 vagues du baromètre dans son volet quantitatif sur la télémédecine. Je vous rappelle qu'on a fait une première vague, 1.0, à la fin de l'année 2019 et qui a été rendu public en janvier 2020, donc avant la crise sanitaire, puis une deuxième vague en sortie du premier confinement, juste avant l'été 2020, et une dernière vague à la fin de l'année dernière. Je pars du rapport de la dernière vague qui reprend les enseignements des 3 précédentes, avec, vous le verrez, un baromètre qui est très riche, puisqu'il comporte sur le plan quantitatif à la fois l'interrogation d'un vaste échantillon de la population, 2 à 3 000 Français. Pour la dernière vague, on avait 3 000 personnes en France, ce qui permettait des ventilations par région. Et évidemment, l'interrogation d'un échantillon représentatif de soignants, en l'occurrence à parité des médecins et des infirmiers et infirmières. Et pour la dernière vague de l'année 2020, la dernière qui a été rendue publique, nous avons en plus proposé pour la première fois un benchmark européen, donc une comparaison avec ce qui se passe dans les 4 grands pays européens voisins de la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et commençons par un premier volet, il y en aura 3 en tout, sur les niveaux de connaissance et d'image de la télémédecine en France. D'abord, quand on teste la télémédecine à travers toutes ses dimensions, on se rend compte, et c'était déjà assez vrai lors de la première vague, lors du premier point zéro, qu'on est face à des notions qui sont relativement bien connues et qu'il était déjà du grand public, qu'il s'agisse de la télémédecine en général ou même de la téléconsultation ou de la téléexpertise. C'est moins vrai naturellement pour le télésoin. On a, par exemple, 86% des Français qui nous disent qu'ils savent ce qu'est la télémédecine lors de la dernière vague du baromètre effectué à la fin de l'année dernière. Et on a 61% de nos concitoyens qui estiment que la télémédecine est une bonne chose pour la qualité des soins en France. Ce qu'on mesure sur cette dimension, comme sur toutes les autres, téléconsultation, téléexpertise, etc., c'est qu'on a une progression qui s'est faite depuis 1 an et même depuis 6 mois sur l'image de la télémédecine à travers toutes ces dimensions. On a même 48% des Français aujourd'hui qui nous disent qu'ils seraient prêts à y avoir recours. C'est 7 points de plus qu'en juin dernier, par exemple. Derrière ces moyennes, qui sont des moyennes nationales, on a des disparités qui sont fortes selon les catégories de population et selon les régions. Par exemple, en région Île-de-France, on culmine à 57% de personnes qui seraient prêts, qui souhaiteraient avoir recours à la télémédecine. Autre élément qui a connu une très forte progression, les éléments de connaissance un peu plus précis sur le remboursement par l'assurance maladie des actes de téléconsultation, par exemple. On était déjà à 74% des Français qui le savaient lors de notre première vague avant l'explosion de la télémédecine en France à la suite du confinement. On est à 92% aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde en France est au courant de cela. Sur le coût
de la téléconsultation aussi, les choses ont beaucoup progressé puisque, en termes de connaissances, puisque seulement 56% des Français savaient qu'une téléconsultation était au même prix qu'une consultation classique il y a un peu plus d'un an. On est aujourd'hui à 78%. Au-delà de la connaissance, l'opinion aussi a très fortement progressé sur la télémédecine. Alors l'opinion sur la télémédecine, elle était déjà bonne il y a un an, elle s'est encore améliorée depuis. On a aujourd'hui 73% des Français qui nous disent qu'ils ont une bonne opinion de la télémédecine à travers toutes ces dimensions. C'est 10 points de plus qu'en juin dernier, par exemple. Et surtout, et ça c'est une information que nous apporte ce benchmark européen qu'on a proposé, on a un niveau d'estime ou d'image de la télémédecine en France qui est très nettement supérieur à celui qu'on observe dans les pays européens voisins, puisqu'en moyenne, dans les 4 autres grands pays européens, on est à 57% de bonne image de la télémédecine. En France, on est 16 points au-dessus. C'est évidemment considérable. On a aussi un niveau d'opinion qui est très positif auprès des soignants. 84% des infirmiers et infirmières et 71% des médecins ont une bonne image de la télémédecine. Là aussi, on a une progression importante depuis juin dernier, 15 points de gain. Si on a une bonne image de la télémédecine en France et accessoirement aussi ailleurs en Europe, c'est parce qu'il y a tout un tas de bénéfices qui sont associés à la télémédecine aux yeux des gens. On estime que ça fait gagner du temps aux médecins, que ça fait gagner du temps aux patients aussi, pour les 3 quarts des Français qui le pensent, que c'est un moyen efficace de se soigner, que ça facilite la vie des patients et que c'est l'avenir. Tous ces éléments positifs sont très largement perçus en France. 71% en moyenne des Français sont d'accord avec ces items positifs. C'est 4 points de plus que ce qu'on observe dans les autres pays européens et c'est 5 points de plus que ce que les Français disaient de la télémédecine il y a encore de ça 6 mois. Mais il n'y a pas que du positif. Et c'est peut-être ça qui est intéressant sur la télémédecine, c'est qu'il y a tout un tas de dimensions négatives ou inquiétantes qui sont quand même associées à la télémédecine, même si globalement, ça n'empêche pas les Français d'avoir une opinion globalement positive de la télémédecine. Ils nous disent qu'ils ont quand même peur de la déshumanisation de la relation avec les patients, qu'ils ont peur des risques d'erreur, voire des risques de piratage. Ils sont un peu plus de 70% à le dire aussi. Voilà pour planter le décor en termes de notoriété, d'image, d'opinion sur la télémédecine. Maintenant, s'agissant de la pratique, il y a 2 choses à voir, la France et ses voisins. Alors, au niveau de la France, on a assisté à une explosion en un an, puisque on a aujourd'hui 1 personne sur 5 en France, 20% des Français, qui ont déjà effectué une téléconsultation avec leur médecin ou avec un médecin. 20%, c'est beaucoup dans l'absolu, mais c'est surtout extrêmement élevé en évolution, puisqu'il y a un an, lors du point zéro, et un peu plus d'un an, à la fin de l'année 2019, on avait seulement 6% des Français qui avaient déjà pratiqué une téléconsultation. Donc, c'est une multiplication par plus de 3 en l'espace d'un an. C'est évidemment colossal. Et on observe le même phénomène de progression auprès des soignants, puisqu'on a aujourd'hui 69% des médecins en général et surtout 82% des médecins généralistes qui ont déjà pratiqué une téléconsultation avec l'un de leurs patients. Ça représente une multiplication par près de 7 par rapport à ce qu'on observait l'année dernière. Mais malgré cette évolution forte et ces niveaux élevés, la France n'est pas forcément un des pays les plus en avance sur le sujet. On a des pays voisins où la téléconsultation, au niveau du grand public, elle est bien plus usitée que chez nous. C'est le cas de l'Espagne, où plus de la moitié des Espagnols nous disent avoir déjà effectué au moins une téléconsultation avec leur médecin. Et c'est le cas aussi du Royaume-Uni, où on est à 42% des Britanniques qui ont déjà connu cette expérience. La France se situe à peu près au niveau de l'Italie et est à un niveau nettement plus élevé, 2 fois plus élevé que l'Allemagne, par exemple. En moyenne, les médecins qui ont eu recours à la téléconsultation, ils sont aujourd'hui très majoritaires, ils en effectuent beaucoup, puisque on voit qu'on a en moyenne 91 téléconsultations qui sont effectuées par les médecins qui pratiquent la téléconsultation. Si vous voulez situer les choses par rapport à il y a un an, on avait un niveau de pratique de la téléconsultation
plus restreint, et beaucoup moins de médecins qui la pratiquaient, 7 fois moins qu'aujourd'hui. Mais ceux qui la pratiquaient en plus, la pratiquaient moins souvent, puisqu'on avait seulement 22 téléconsultations pratiquées à l'époque en moyenne par ceux qui en pratiquaient. Alors, c'est essentiellement à la suite du premier confinement que la téléconsultation a explosé, puisque en juin, on était à 58 téléconsultations effectuées après le premier confinement, alors qu'on est depuis septembre plus qu'à 25 téléconsultations. Donc, on voit que la progression de la téléconsultation, elle se poursuit, mais de manière plutôt asymptomatique, si j'ose dire, ou comme une asymptote mathématique. En général, le patient consulté, il se retrouvait chez lui, à son domicile ou chez des proches, plutôt que dans un autre lieu, comme une maison de retraite ou son lieu de travail, par exemple. Et au terme de connaissances, les médecins qui ont pratiqué la téléconsultation avaient le plus souvent bien conscience que leurs patients avaient le droit d'être accompagnés, pouvaient être accompagnés par un infirmier ou un pharmacien pendant leur téléconsultation. Les 2 tiers des médecins qui l'ont pratiqué le savaient, mais le plus souvent, ça ne s'est pas fait et la personne en téléconsultation était seule. Pour les médecins, les téléconsultations, elles peuvent s'effectuer pour tous les types de patients. Déjà parce que, il y a eu une période où c'était la seule façon de pouvoir effectuer une consultation, hein, nous disaient les médecins, heu, mais aussi parce que, finalement, ça leur paraît un moyen pratique, d'effectuer une consultation, pour laquelle un examen clinique n'est pas indispensable. C'est aussi, pour 36 des médecins, un élément bien pratique pour des patients qui habitent loin et pour lesquels c'est un outil évidemment très utile. Alors, le plus souvent sur le mode d'usage de la téléconsultation, les choses se sont passées par téléphone. 53 des médecins nous ont dit qu'ils ont utilisé le téléphone. 47 des médecins ont utilisé un autre appareil de type ordinateur ou tablette. Mais on voit que la tendance est à l'évolution de ces outils-là par rapport au téléphone, puisque les ordinateurs, les tablettes, les moyens de ce type ont augmenté de 7 points depuis juin dernier par rapport au téléphone. Notez tout de même qu'on a 1 tiers des téléconsultations qui s'est effectué uniquement avec un téléphone en sonore, sans l'image. Globalement, c'est une constante. On avait des inquiétudes lors du point zéro du côté des médecins sur la qualité de la connexion, la qualité du système, le risque de problèmes techniques, et on s'est rendu compte, et c'est de plus en plus vrai, que finalement les choses se passent bien le plus souvent. 85 des médecins nous ont dit qu'ils avaient été satisfaits de la qualité du son, et 7 sur 10 nous ont dit avoir été satisfaits de la qualité de la connexion et de la fiabilité du système. Et on est plutôt en progression au fil du temps. Donc les choses s'améliorent encore. Les moyens utilisés pour la vidéotransmission, le plus souvent, il s'agit de vidéotransmission proposées par des plateformes du marché, des Skype, des WhatsApp, des FaceTime. La webcam ou le téléphone se fait aussi, et on voit poindre les outils de vidéotransmission proposés par par une plateforme de l'ARS qui émerge à 13 lors de notre dernière vague de fin d'année. Et c'était en progression par rapport à juin. Voilà, je suis passé assez vite sur ces éléments de notoriété, d'image et à présent de pratique. Dernier chapitre, celui concernant la satisfaction à l'égard de la télémédecine et puis ses perspectives de développement futur. C'est évidemment important à suivre à l'avenir. Alors, d'abord, un premier élément, c'est que la téléconsultation, elle génère un très haut de satisfaction pour les usagers. Quand on interroge partout en Europe les personnes qui ont pratiqué la téléconsultation, une très large majorité dit qu'elle a été satisfaite, hein. On est à 88 de satisfaction en France, en progression de 9 points depuis juin. Donc, on voit progresser de façon assez continue la satisfaction des utilisateurs. C'est beaucoup plus que dans la plupart des autres pays européens où le niveau est déjà tout à fait élevé, hein. On est à 78 en Italie, 76 au Royaume-Uni, 66 en Espagne. Seule l'Allemagne fait mieux avec 91 de satisfaction, mais on notera que l'extrême satisfaction est encore plus élevée en France qu'en Allemagne. Ce haut niveau de satisfaction chez les patients, on le retrouve aussi chez les médecins,
puisqu'on a 78% des médecins qui ont pratiqué une téléconsultation avec l'un de leurs patients et qui nous disent en avoir été satisfaits. Et là aussi, la progression, enfin la satisfaction augmente sensiblement depuis juin dernier. Mieux que cela, pour ceux qui l'ont pratiqué, ils sont une très large majorité, près des 2 tiers, à nous dire que la téléconsultation, elle est désormais inscrite dans leur pratique. 64% le disent, c'est 13 points de plus, par exemple, que ce qu'en disaient ceux qui la pratiquaient il y a un peu plus d'un an de ça. Ça signifie que la téléconsultation, elle a été adoptée un peu obligés à l'occasion du premier confinement, parce que les médecins ne pouvaient pas faire autrement pour consulter leurs patients, mais qu'à présent, elle est très largement adoptée, bien au-delà de ces questions de crise sanitaire. Par ailleurs, les Français, comme les autres Européens, sont convaincus que la téléconsultation, elle va être extrêmement, elle va beaucoup nous aider pour gérer les éventuelles situations de nouvelles crises sanitaires. C'est un sentiment qui est d'ailleurs partagé par les médecins comme les infirmiers. 70% des Français nous disent, par exemple, qu'ils pensent que le développement du recours à la télémédecine nous aidera à mieux gérer de nouvelles situations de crise sanitaire et éventuellement de nouveaux confinements. C'est évidemment d'actualité en ce moment. Les médecins et les infirmières sont eux aussi plus des 3 quarts à le penser. Et j'ajoute, vous l'avez vu à l'écran évidemment, que ce sentiment est valable en France, mais aussi assez largement dans la plupart des autres pays européens, même si nous sommes parmi les plus positifs, une fois encore, sur le sujet. Assez logiquement, dès lors, les Français estiment que les pouvoirs publics devraient investir davantage pour développer l'usage de la télémédecine à l'avenir. 69% des Français le pensent. On est sur des niveaux euh, assez élevés partout en Europe. On est à 63% en Espagne et au Royaume-Uni, 58% en Allemagne et 71% en Italie. Et on voit qu'en France, ça progresse. Donc, on est de plus en plus convaincus qu'il faut investir dans ce domaine. Autre élément qui incite à penser qu'on est sur une tendance de fond d'un développement durable de la télémédecine et de la téléconsultation à l'avenir, les médecins qui n'en ont encore jamais effectué, qui sont désormais très minoritaires, sont une large majorité de 57% à penser que de toute façon ils y viendront dans un futur proche ou éventuellement une fois que la pratique se sera encore davantage généralisée. Et on voit que cette propension à penser que on viendra inéluctablement à la téléconsultation, eh bien, cette propension à le penser, elle progresse. Elle était de 47% en juin dernier, on est à 57% aujourd'hui. Alors, les Français, on l'avait vu côté médecin, les Français aussi sont persuadés que la téléconsultation, elle peut être utile dans plein de domaines. Elle peut s'appliquer pleinement pour poser une question à son médecin, nous disent 87% des Français, pour demander un papier administratif, pour renouveler une ordonnance, pour échanger avec son médecin sur un sujet relativement bénin. Plus de 80% des Français le pensent, mais aussi pour une surveillance après 2 jours post-op ou pour des symptômes légers. Et plus globalement, 59% nous disent pour tout type de consultation pour lequel un examen clinique n'est pas indispensable. Dans chacune de ces dimensions qu'on avait déjà posées en novembre 2019 et en juin 2020, on voit que les choses progressent. On est en hausse en gros de 7 points sur chacune de ces dimensions. Donc au fur et à mesure du temps, on imagine aussi une utilisation plus large de la téléconsultation. D'ailleurs, il y a un élément qui sera fondamental dans le développement de la téléconsultation à l'avenir, hein, c'est le rôle du médecin. Parce qu'on a 70% des Français qui nous disent que si leur médecin leur proposait de recourir à une téléconsultation, eh bien, ils l'accepteraient. Et ce n'est pas une singularité française, on l'observe à peu près dans des proportions comparables dans tous les autres pays européens. Et de ce point de vue-là, on peut penser que si les médecins se sentent plus incités à le proposer, les Français seront beaucoup plus nombreux encore qu'aujourd'hui à la pratiquer. Et alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on fait confiance à son médecin. C'est la principale raison qui fait qu'on serait prêt à recourir à la téléconsultation, plus encore que le côté pratique des choses, parce qu'on habite loin ou pour toute autre raison.
La recommandation du médecin, c'est fondamental. Ce n'est pas forcément le seul critère. Un élément qui pourrait aider aussi, c'est une meilleure connaissance de la prise en charge par l'assurance maladie de la téléconsultation, parce que ceux qui ne le savent pas et qui sont majoritaires, hein, de l'ordre des 2 tiers, eh bien, nous disent: «Ah bah oui, si je le savais, ça m'inciterait davantage à accepter une téléconsultation». Donc ça, c'est un élément qui pourrait jouer évidemment aussi. Dernier point, tous ces éléments si positifs sur la téléconsultation, évidemment, ne signifient pas que pour une majorité d'Européens et de Français, une téléconsultation, elle est toujours, en toutes circonstances, aussi efficace qu'une consultation physique. Une majorité de Français ne le pensent pas, raison pour laquelle, dans la question précédente, on voyait qu'il y avait un certain nombre d'examens bien particuliers, de raisons bien particulières qui la légitimaient à leurs yeux, mais le présentiel et la consultation physique restent aujourd'hui pour une majorité de personnes indispensables. Et c'est le cas en France, mais c'est aussi le cas dans la plupart des autres pays, même si la part de personnes qui pensent qu'elle peut être aussi efficace qu'une consultation physique, elle progresse et elle atteint une proportion non négligeable aujourd'hui, avec 43% de Français qui le pensent. En complément des enquêtes quantitatives, on a réalisé des études qualitatives. Ces études qualitatives, elles ont globalement un objectif d'aller forer les principaux apprentissages qui ont été faits dans le cadre du quantitatif. Et donc, on a réalisé 2 études sur les médecins généralistes. Il faut avoir en tête la temporalité. Une première étude qui avait eu lieu au mois de novembre 2019, donc avant la période de la Covid-19 et du confinement. Une deuxième étude auprès de l'échantillon des médecins généralistes qui a eu lieu au mois de juin 2020, donc juste à la sortie du premier confinement. Ensuite, on a testé les pharmaciens d'officine au mois d'octobre 2020, septembre-octobre 2020, tout comme les infirmiers libéraux. Donc, ayez bien en tête ces temporalités puisqu'elles vont vraiment impacter la pratique, le volet réglementaire dérogatoire qui a été mis en place notamment. Ces études, elles consistent à faire des entretiens sur la base d'un questionnaire construit avec l'ANS et à aller donc expliquer, expliciter certains apprentissages. Je commence par les médecins généralistes. Donc, pour faire cette étude sur les médecins généralistes, on avait un échantillon de 18 médecins qui ont donc été interrogés 2 fois. C'est le même échantillon entre novembre 2020 novembre 2019 et juin 2020. Ce qu'on constate sur ces médecins généralistes, donc là je passe sur l'échantillon, c'est qu'il y a eu une montée en utilisation forte de la part des médecins généralistes entre avant Covid et pendant le confinement et post-Covid, avec, vous le voyez, une tendance à suivre la courbe des pratiques et des perceptions des différents médecins vis-à-vis de la téléconsultation. C'est-à-dire que la courbe bleue est post-Covid, post-premier confinement. La courbe jaune correspond à la perception de la pratique de la téléconsultation avant le confinement. Donc, globalement, on voit qu'il y a plusieurs profils qu'on avait classés avec les médecins qui étaient réticents, les médecins curieux, les débutants et puis quelques évangélisateurs. Et bien, globalement, quand on refait cette étude quelques mois après le confinement, on retrouve les mêmes types de pratiques et les mêmes types de profils. Alors, les principaux arguments qui ont permis en fait de passer et de se lancer dans la téléconsultation, c'est avant tout le service au patient et le fait que le patient est perçu comme faisant partie de sa prise en charge lorsqu'il est en téléconsultation. Bien sûr, la sécurité et la distanciation pendant le confinement ont également été un très fort levier de la pratique de la téléconsultation par les médecins généralistes, une certaine notion de confort pour réaliser en fait cette consultation, la facilitation de la collaboration interprofessionnelle, la téléconsultation comme moyen en fait de travailler avec l'hôpital, comme moyen de travailler en réseau, a été vraiment également fortement relevé.
la gestion des situations d'urgence, et notamment pendant le confinement, le relais vers le médecin généraliste pris en situation d'urgence a été un des leviers forts d'acceptation de la téléconsultation par les médecins des généralistes. Et puis, bien sûr, les conditions de remboursement, les conditions d'exercice qui ont été facilitées, et on reviendra notamment sur l'utilisation de certains outils. Les freins qui sont remontés sur le public des médecins généralistes, c'est bien sûr que la téléconsultation ne s'applique pas à toute consultation, et notamment, ce qui est relevé, c'est la difficulté du diagnostic. La téléconsultation en mode dérogatoire ne pouvait en fait intervenir sur des patients qui n'étaient pas connus par un médecin généraliste. Et donc, effectivement, le manque d'historique, le manque d'examens complémentaires possibles, de cliniques possibles, a rendu difficile cette donnée diagnostique. Et on le verra après, ça fait partie des éléments de choix, de maintien ou pas de la pratique téléconsultation, vraiment de pouvoir choisir sur quoi les médecins vont faire de la téléconsultation. Un vrai également levier sur les outils utilisés. À la fois, on a pu apprendre dans cette enquête que les industriels qui ont été très promoteurs d'outils ont été des vrais leviers de passage à la pratique. Le fait d'être soutenus, d'être formés par les différents industriels ont vraiment permis que les médecins, voire les autres professionnels de santé, s'engagent dans cette pratique. En revanche, la complexité de certains problèmes, de certains outils, ou comme le disait tout à l'heure Gaëlle, la difficulté d'accès au réseau, tout simplement, la connectique, a fait que souvent les outils pouvaient être abandonnés au profit du téléphone ou de WhatsApp, tout simplement, qui est devenu un outil très utilisé pour les téléconsultations pendant le premier confinement. Les autres alternatives, pareil, tout comme le disait Gaëlle, le téléphone a été vraiment beaucoup utilisé comme recours pour la téléconsultation, à la fois parce que pour l'accès aux outils par les médecins, et à la fois pour l'apprentissage de la connectique par les patients et de l'utilisation des solutions par les patients. Sur la partie financière, malgré les dérogations, la communication, le remboursement, la prise en charge, ce sont des informations qui ne paraissent aujourd'hui pas encore claires pour les médecins généralistes qui ont été entendus, des modalités qui ne s'inscrivent pas forcément dans le temps, donc qui n'encouragent pas complètement le passage à une pratique généralisée, et donc encore des questionnements sur ces pratiques-là. Alors, l'appréciation, comme vous le voyez, on a des enjeux plutôt positifs autour de la téléconsultation, avec des verbatims qui sont vraiment, vraiment très, très positifs, et plutôt un engouement. Je vous laisse découvrir les nuages de mots qui sont des pratiques habituelles dans la restitution des enquêtes Cali. Un des points à souligner, c'est un besoin d'accompagnement et de formation à la téléconsultation. Ça, c'est un vrai levier dans l'apprentissage par les professionnels de santé à utiliser la téléconsultation, à la fois sur le volet outils, à la fois sur le volet pour comment je pratique une téléconsultation. C'est un vrai levier qui est remonté. Les éléments plus négatifs, c'est ce que je vous ai remonté juste avant. Des éléments d'interrogation sur les outils, des éléments d'interrogation sur la pratique, la juste pratique, et des éléments également sur la technique, sur le volet technique qui sont encore des freins. Principalement sur la téléconsultation par les médecins généralistes, en synthèse, les motifs de lancement, c'est avant tout l'accélération liée au contexte Covid. Pour relancer une activité, je vous rappelle que les cabinets étaient fermés, il y avait peu d'accès en fait avec le confinement aux cabinets en ville, certaines activités étaient même déprogrammées, donc globalement, le déclic principal des médecins qui avant ne souhaitaient pas, dans l'échantillon, ne souhaitaient pas faire de téléconsultation et qui ont basculé vers la pratique, a été d'éviter ces déplacements aux patients, a été vraiment de faciliter une prise en charge et de proposer un service alternatif en fait à leur patientèle. Quels que soient les médecins qu'on a pu interroger,
on a repéré des niveaux de maturité variables sur la téléconsultation. Le point le plus important, c'est le fait de pouvoir avoir un recul sur sa pratique, un recul sur la bonne pratique même de la téléconsultation et une meilleure connaissance des outils. Donc les outils, un des points effectivement majeurs au-delà de la connectique, c'est l'ergonomie et la compatibilité entre les logiciels métiers et les logiciels utilisés pour la téléconsultation. Cette fameuse interopérabilité ou intégration complète en fait de la suite logicielle à utiliser qui constitue un levier majeur dans la pratique. Et puis à souligner, parce qu'on l'a vu également sur toutes les professions, une démarche commerciale des industriels qui a été un vrai levier pour pouvoir s'embarquer et être embarqué dans la téléconsultation. Alors, les perspectives sur les médecins généralistes, c'est de soutenir par de la formation à la pratique et à la technique. Il y a une vraie demande de collaboration avec les éditeurs pour à la fois faciliter l'ergonomie, l'intégration et l'interopérabilité entre les différentes solutions, et puis une demande de clarification sur les modalités financières, ce qui est pris en charge ou pas, et ce qui va être pérennisé ou pas en dehors de la crise Covid. Voilà, alors je vais rapidement sur les médecins spécialistes, puisqu'on a fait également un échantillon sur les médecins spécialistes. Sur les médecins spécialistes, vous le voyez, on est plurispécialité et on est en exercice libéral. Il faut avoir en tête ça, on n'a pas interrogé d'hospitalier sur l'organisation de la téléconsultation à l'hôpital, puisque les médecins ont peu le choix des solutions utilisées en établissement de santé. Donc là, on est dans une pratique qui était essentiellement tournée sur les médecins du secteur privé. Alors, ce qu'on constate sur cet échantillon de médecins spécialistes, c'est qu'il y a des médecins qui se sont lancés pendant le Covid à faire de la téléconsultation ou de la téléexpertise, on reviendra tout à l'heure dessus, et qu'il y a eu là vraiment ceux qui ont boosté leur activité, qui sont montés jusqu'à 90 téléconsultations de façon régulière, et ceux qui n'ont pas pu faire décoller leur activité et qui sont restés réticents. Et là, c'est un petit peu plus nuancé que ce que disait Gaël tout à l'heure dans la vision quantitative sur la pérennisation en fait de la pratique de la téléconsultation. Comme vous le voyez, il y a eu des booms vraiment pendant le premier confinement, et puis un certain tassement ensuite, notamment juste après le confinement, avec un retour à une ouverture en fait de plus facilité des cabinets et des consultations physiques, et une certaine stabilité avec des prévisions, vous voyez, de ceux qui souhaitaient continuer à en faire, continuer à moins en faire, choisir quand en faire et comment en faire, puisque le volet organisationnel est aussi très important. Je vais passer très vite là-dessus. Sur les leviers et les freins utilisés auprès des spécialistes. Pendant le Covid, un des vrais leviers a été la gratuité des outils utilisés, et on retrouve de nouveau un intérêt important pour WhatsApp et pour le téléphone. On retrouve les mêmes leviers que pour les généralistes, c'est-à-dire l'accompagnement des éditeurs dans la prise en main des outils, l'importance de la formation à la pratique et la perception des médecins sur la qualité rendue de cette téléconsultation. Sur les freins, c'est vraiment des interrogations cliniques et une vraie maturité des spécialistes sur leur pratique, le choix des examens, le choix de types de consultation, le choix des types de patients, et donc une pratique volontairement et résolument choisie et réfléchie de la téléconsultation. Et c'est ça qui va s'inscrire dans le temps, et c'est ça qui semble en tous les cas être un levier de la continuité de la pratique. Je passe très rapidement. Je vous propose maintenant de découvrir l'enquête sur les pharmaciens d'officine. Donc, on avait sur les pharmaciens d'officine un échantillon réparti sur 10 régions.
Là, on est au mois donc, de septembre-octobre, donc on est post-confinement et post-premier déconfinement, avec une réglementation émergente sur le télésoin, assez peu comprise ou assez peu connue des pharmaciens qui ont répondu. En tous les cas, ce n'était pas leur sujet. Et en revanche, un intérêt sur l'installation de solutions de téléconsultation en officine. Donc là, les réponses qu'on va vous présenter constituent à 100% une réponse sur cette pratique de la téléconsultation assistée en officine et pas sur la partie téléconsultation, télésoins auprès d'un patient sur un suivi pharmaceutique particulier qui n'a pas du tout été fait par l'échantillon de pharmaciens. Voilà. Donc, ces pharmaciens, comme on leur a posé la question sur mars-octobre, donc est-ce que vous avez déjà pratiqué de la téléconsultation en officine? Vous voyez que majoritairement, l'échantillon n'avait pas pratiqué la téléconsultation. Et pour ceux qui en avaient réalisé, une pratique assez nouvelle, assez d'ailleurs peu développée, puisque sur plusieurs mois, le plus de pratiques qui a été réalisé, c'est moins de 20 téléconsultations en officine. Pardon. Alors, pourquoi ces téléconsultations étaient-elles demandées et pourquoi ont-elles eu lieu? Globalement, c'est avant tout à la demande des patients. C'est-à-dire que la proposition de faire une téléconsultation en officine est proposée par le pharmacien, mais qui veut le faire, qui le demande, c'est spontanément plutôt une demande du patient qui arrive dans l'officine. Alors, pourquoi? Pour quel motif? Principalement, ça a été pour un renouvellement d'ordonnance ou le contrôle d'un patient chronique, une consultation sur des spécialités comme de la dermato, de l'ORL ou de l'hypertension artérielle. Et comme je vous le disais, la demande émane essentiellement du patient. Les bénéfices qui ont été remontés pour les pharmaciens, c'est la capacité à offrir un nouveau service à sa patientèle. Les pharmaciens qui ont répondu ont vraiment une activité de proximité et de service aux patients très inscrite dans leur territoire et dans leur lieu d'exercice. Et la téléconsultation a vraiment été un moyen de garder la patientèle autour de la pharmacie, voire d'acquérir de nouveaux patients, clients, patients, en proposant ce nouveau service et de construire également un lien de proximité avec les professionnels autour d'eux, puisque la téléconsultation doit être réalisée par des médecins qui sont sollicités par le patient et par le pharmacien dans le cadre de cette téléconsultation. Le réseau que peut construire le pharmacien est à la fois un levier et un frein, puisque quand il n'en a pas, c'est très difficile d'organiser la téléconsultation. Les leviers identifiés par les pharmaciens, c'est avant tout la valorisation du métier. Le pharmacien se dit être au centre du parcours de soins lorsqu'il réalise une téléconsultation. Effectivement, il intervient en intermédiaire et en accompagnateur du patient. Un intérêt majeur dans les outils, alors on retrouve encore le téléphone, mais on le verra tout à l'heure, plusieurs solutions ont été mises en place avec une bonne satisfaction sur certaines et le test notamment également de cabine. Les patients qui ont pu bénéficier de cette téléconsultation en officine étaient satisfaits de cette pratique et en fait sont vraiment moteurs dans le déploiement de cette pratique. La formation, de nouveau, très dispensée par les fournisseurs, et puis un levier également important remonté par les pharmaciens d'officine, c'est le fait d'être inscrit dans le cadre de structures coordonnées telles que les CPTS, fait que ça renforce le lien et la coordination interprofessionnelle et c'est un moteur en fait pour déployer de la téléconsultation. La pratique collaborative en fait poussée par les CPTS permet aux pharmaciens de trouver son rôle et de facilement en fait relayer la demande de téléconsultation.
Les freins, bah, c'est effectivement aussi parfois une absence de coordination entre les médecins et les patients et le pharmacien, avec une organisation croisée qui doit prendre en compte effectivement dans la même temporalité la disponibilité des différents acteurs et des délais qui ont été difficiles à mettre en place. Ensuite, on a une problématique d'organisation au sein même de l'officine pour des raisons de confidentialité, de place. Il a été parfois difficile, et il est encore parfois difficile pour des pharmaciens de proposer ce service au sein même de l'aménagement de l'officine existant. Et la charge de travail. Aujourd'hui, le volet organisationnel, quand est-ce que je peux organiser cette téléconsultation ? Est-ce que j'organise sur des créneaux récurrents? Est-ce que je l'organise à la demande? Et comment je me coordonne avec les médecins qui vont être les effecteurs? Et ce sont des questions en fait des praticiens, enfin des pharmaciens qui sont donc en mode exploratoire de cette pratique. On n'est pas encore dans un mode huilé qui roule, et donc ça fait partie aujourd'hui des questionnements sur leur propre organisation. De la même façon, pour les médecins, on retrouve des questionnements sur la rémunération. On est dans un cadre aujourd'hui dérogatoire, et donc à la fois une rémunération qui pose question, qui est jugée pas suffisamment attractive pour les pharmaciens. L'absence de réseau, un pharmacien qui n'a pas déjà en fait des médecins avec qui faire de la téléconsultation a beaucoup de mal à proposer ce service, et c'est aussi parfois ce qui a forcé ou ce qui a conduit les pharmaciens à choisir des plateformes qui proposent en fait le service médical avec la solution technique, puisque ça permet de trouver rapidement la réponse à la demande du patient. Et enfin, on retrouve l'adaptation des outils à la pratique, facile d'usage, ergonomique, qui sont attendus. Je passe vite sur les enseignements, puisqu'on en a déjà parlé, et je vais vous présenter maintenant, il me reste quelques minutes, sur la pratique des infirmiers. Alors, pour les infirmiers, on est donc également sur une étude qui a eu lieu en post-confinement, donc dans un cadre réglementaire où les télésoins venaient d'être lancés, dans un cadre réglementaire où on demandait aux IDEL d'aller suivre des patients Covid à domicile. On verra que ça a été un vrai levier de pratique également pour d'accélération de la pratique pour les IDEL. Alors, avez-vous déjà pratiqué le télésoin? Sur notre échantillon de 16 infirmiers, majoritairement au mois de septembre-octobre? Oui, donc une accélération, enfin une montée en charge de la pratique de la téléconsultation infirmière très forte, des télésoins infirmiers très forts, puisque 2/3 de l'échantillon l'avaient pratiqué. Alors, on est toujours dans une pratique émergente, puisque on n'a que quelques mois de recul, mais globalement, vous voyez, ce n'est pas une pratique quotidienne, c'est une pratique qui se met en place avec 6 infirmiers qui avaient fait moins de 20 téléconsultations, qui sont donc majoritaires, et 2 seulement qui en avaient réalisé de 20 à 30. Donc, de nouveau, on est dans un mode d'organisation naissant et dans une perception assez naissante. Alors, pourquoi? Quel type de télésoins ont été réalisés? Avant tout, ce sont des téléconsultations en majorité pour le suivi Covid des patients. Et donc là, on retrouve ce que disait Gaëlle tout à l'heure sur la montée en puissance du rôle des plateformes régionales ou des agences régionales sur la motivation des professionnels à utiliser et à être outillés pour faire du suivi Covid notamment. Les autres téléconsultations, on retrouve le renouvellement d'ordonnances sur prescription médicale. Donc, effectivement, la pratique de la téléconsultation assistée pour un médecin avec un infirmier à domicile est une pratique qui a pu être testée. Et puis, particulièrement est remonté le suivi des pathologies cardiaques qui demandent en fait une présence à domicile assez forte. Les avantages pour les infirmiers, ça a été de garder ce lien avec le patient. Les infirmiers qu'on a interrogés
sont présents au domicile, sont ceux qui vont encore souvent au domicile. Et donc, c'est vrai que la pratique de la téléconsultation assistée, c'est une façon d'apporter un service de proximité aux patients qui est très apprécié par les infirmiers. À l'inverse, le télésuivi infirmier fait à distance pour des patients interroger plus en fait les infirmiers sur la généralisation de cette pratique et sur le fait que ça pouvait apporter un risque de déshumanisation et de moins de présence au domicile par les infirmiers. La coordination avec le médecin, le cadre, donc dans le cadre d'une téléconsultation assistée, le cadre de cette téléconsultation est donc quelque chose d'important, et le rôle de l'infirmier est à la fois de faire comprendre, de préparer en fait la téléconsultation, de faire comprendre aux patients comment celle-ci va se dérouler, comment techniquement cela peut être mis en place. Et en fait, c'est un critère de temps qui est vraiment important pour les infirmiers, puisque ça allonge leur temps de présence auprès des patients, et qui a demandé ou soulevé de nouveau une problématique de rémunération de ce temps, puisque si la téléconsultation pour le médecin reste autour des 10 à 15 minutes, pour l'infirmier au domicile, elle a été remontée plutôt comme durant à peu près 3/4 d'heure. Alors, on a interrogé sur les différents types d'outils utilisés dans le cadre du télésoin. Donc là, vous le voyez, on a plusieurs plateformes qui remontent, à la fois des plateformes régionales, à la fois des outils qui ont été effectivement utilisés par les différents infirmiers. Globalement, ce qui est remonté comme fonctionnalité clé pour les infirmiers, donc c'est la téléconsultation bien sûr, l'envoi des photos au pied du patient, le partage de documents, la demande d'avis à un autre professionnel de santé. Et puis, vous le voyez sur la formation aux outils. De nouveau, les formations ont pu être procurées par les industriels. 8 infirmiers sur 12 n'ont pas eu de formation et en demandaient, même si les outils semblaient plus simples à utiliser. Les principaux renseignements donc, sur la pratique du télésoin chez les infirmiers, donc le motif de lancement, des incitations efficaces de la part des ARS pour mettre à disposition des outils aux professionnels de santé, des soins qui sont très adaptés à un suivi à distance, et puis ce fameux suivi des patients Covid dans le contexte de la crise sanitaire, qui continue d'ailleurs avec les consultations TAP, et on voit bien que c'est une pratique qui est appréciée par les infirmiers. La cartographie des demandes, globalement, un regret que les médecins prescrivent assez peu de téléconsultations assistées. Il n'y a pas, selon les infirmiers, une bonne connaissance de ces modalités de pratique par les infirmiers, qui pourraient en fait avoir lieu plus souvent et qui ne sont pas suffisamment prescrites. Et puis, un phénomène en fait aussi générationnel pour les infirmiers. Effectivement, les jeunes infirmiers sont très, très aptes et très propices à utiliser ce mode de pratique, ce nouveau mode de pratique, quand les infirmiers, disons, plus rodés, préfèrent encore aller au domicile. Sur les outils, globalement, une meilleure, sans doute, acceptation ou appréhension des outils par les infirmiers libéraux que par les autres professionnels de santé, puisqu'ils sont majoritairement considérés comme faciles d'utilisation, en mobilité, déjà inclus dans leur pratique, et donc beaucoup plus faciles, sans formation, à être pris en main. Les perspectives, mieux communiquer auprès des infirmiers en exercice pour mettre en valeur le télésoin. On retrouve ces mêmes leviers. Les infirmiers et la valorisation de leur rôle auprès du patient. Le développement sur des activités autres, c'est-à-dire des propositions en fait, de la part des professionnels de santé du terrain pour faire de la téléconsultation ou du télésuivi, télésoin sur d'autres cas en fait, que ceux pour lesquels aujourd'hui ils sont autorisés à le faire, notamment sur des activités de prévention. On le voit par exemple sur de la proposition d'utilisation dans le cadre du sevrage tabagique ou du suivi du diabète. Et puis, une volonté en fait de pouvoir construire ou de pouvoir proposer
à leurs patients un nouveau type de parcours presque protocolisé, avec des moments qui peuvent se passer en présentiel et des moments qui peuvent se passer en distanciel. Donc, un travail en fait à apporter par le terrain sur comment on peut alterner les modes de pratique pour bien suivre un patient. Voilà, j'ai fini tous les apprentissages. Alors, la présentation est plus longue que vous avez sur le site internet de l'ANS. Vous retrouvez beaucoup plus de résultats et de détails. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, mais on avait un temps limité. Ben, merci Sandrine, merci Gaëlle et merci Merci à Thierry. tous. Et puis, à très bientôt.